Bonjour, on continue nos révisions et on va cette fois-ci parler de singularité. Alors, on va voir que pour une fonction holomorphe, disons qu'on a une fonction holomorphe sur un ouvert qui n'est pas définie peut-être en un point de cet ouvert. On va voir qu'il n'y a que trois types de comportements possibles. Alors déjà la définition. Donc soit U, comme d'habitude, un ouvert, un point particulier, on nomme un point dans U, et F, qui est une fonction holomorphe sur U privé de Z0. Alors on dit que Z0 est une singularité de F. C'est le mot le plus important, on va garder de la place pour l'écrire. Donc F admet une singularité au point Z0. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Il pourrait se produire que F peut être prolongé par continuité, il pourrait se produire que F n'a pas de limite, que F tend vers l'infini. Ça, c'est ce qui se passe en général. Si on a une fonction continue et qui n'est pas définie en un point, il peut se passer plein de choses différentes. Pensez par exemple à sinus 1 sur x en 0. On a plein de valeurs d'adhérence possibles, tous les éléments de moins 1, 1. Pour des fonctions holomorphes, en fait, le comportement est beaucoup plus rigide que ça. Et on va voir la première proposition. Donc sinus 1 sur x, c'est borné, en voisinage de 0. Enfin, c'est borné sur R, puisque sinus est borné, mais ça ne se prolonge pas du tout par continuité. En fait, pour une fonction holomorphe, ce cas-là ne peut pas se produire sur C. Si f est borné au voisinage de Z0, donc s'il existe un ouvert contenant Z0 tel que f est borné sur V privé de Z0, donc si f est borné au voisinage de Z0, alors f se prolonge par continuité je vais juste écrire au tableau se prolonge en Z0, mais se prolonge par continuité en Z0, et en fait, c'est mieux qu'un prolongement juste par continuité, puisque le prolongement est automatiquement holomorphe. En fait, de toute façon, quand on a une fonction holomorphe partout sauf en un point, et qu'on peut la prolonger par continuité en ce point-là, alors le prolongement est holomorphe. Et la preuve, alors, il y a plusieurs façons de montrer ça. Je vais définir une fonction g qui est égale à z moins z0 f de z. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais juste la regarder sur un petit disque ouvert. Je crois qu'au tableau, j'ai toujours utilisé ça comme notation. Sur un petit disque ouvert centré en Z0 et de rayon R, et que je suppose qu'on est. Donc je prends un petit disque ouvert, un petit convexe, qui contient Z0 et qui est contenu dans U. Qu'est-ce qui se passe? G, elle est holomorphe. Alors je vais l'appeler V, lui. Et V, elle est holomorphe sur V, sauf peut-être en Z0. Oui, j'ai juste multiplié F par un polynôme. Donc un produit de fonctions holomorphes, ça reste holomorphe. Mais l'autre point, ah oui, j'aurais dû le dire sans doute ici. G de Z0, je l'envoie bien sûr sur 0. D'accord, donc ça c'est si Z est différent de Z0, je Z moins Z0 f de Z, et Z0 je l'envoie sur 0. Et cette fonction maintenant elle est continue sur V. Pourquoi? Parce que comme f est supposé borné au voisinage de Z0, Z moins Z0 f de Z ça tend bien vers 0, quand Z tend vers Z0. Mais là, maintenant, si on se rappelle de nos théorèmes de Morera et de Cauchy-Goursat, Cauchy-Goursat nous dit l'intégrale de f sur des triangles, toutes les intégrales de f sur des triangles valent 0. C'est comme ça qu'on a obtenu la formule de Cauchy. Morera nous dit, ah, mais si ça c'est vrai que je suis sur un convexe, alors f admet une primitive. Et je me suis placé ici sur un petit convexe qui contenait Z0. Du coup, on en conclut
que G est holomorphe. Encore une fois, si j'ai une fonction holomorphe sur un ouvert privé d'un point qui se prolonge par continuité en ce point-là, alors elle est holomorphe. Et d'autre part, comme G de Z0 égale 0, on a G de Z0 qui s'écrit comme G de Z, pardon, qui s'écrit comme Z moins Z0 fois une somme pour n allant de 1 jusqu'à l'infini des AN Z moins Z0 puissance n. Ça, c'est toujours sur V. Et ça, ça me donne une expression, vu que G de Z, c'est Z moins Z0, F de Z. Ça me dit que sur V, sauf peut-être en Z0, F de Z s'écrit sous cette forme-là. En particulier, elle se prolonge par continuité et cette formule reste vraie. D'accord? Donc on a multiplié par Z moins Z0. Le point où la fonction était bornée, c'est devenu un point de continuité. On a appliqué Morera, Cauchy-Goursa pour dire « Ah, mais du coup, cette fonction-là prolongée est holomorphe. » Holomorphe, elle se... pardon, si j'ai mis un Z moins Z0 en facteur, la somme commence à 0 ici. On a dit elle est holomorphe et G de Z0, je l'ai dit mais je ne l'ai pas répété, elle est holomorphe et vaut 0 en Z0. Donc son développement commence à la puissance 1 de Z moins Z0. On peut mettre Z moins Z0 en facteur. Et du coup, on voit un développement en série pour F. Une autre façon de faire, si on n'avait pas voulu utiliser Morera et Cauchy-Goursa, plus élémentaire, ça aurait été de considérer Z moins Z0 au carré F de Z, de dire qu'elle était holomorphe et de vérifier que le fait que F soit borné, ça implique que ma fonction est dérivable aussi en Z0. Donc Z moins Z0 au carré F de Z est holomorphe et elle et sa dérivée valent 0 en Z0, ça c'est un calcul élémentaire. Donc exactement la même conclusion avec un Z moins Z0 au carré ici. J'ai fait exprès d'écrire Morera, Cauchy-Goursa pour revoir un peu comment on peut utiliser ces théorèmes. Ok, alors je n'ai pas introduit, je vais le faire ici. Donc ça, c'est le cas où notre singularité n'en était finalement pas vraiment une. On croyait qu'il y en avait une. Il semblait, d'après la définition, y avoir une singularité. Mais en fait, on peut prolonger. Et comme ce n'est pas une vraie singularité, on appelle ça une singularité artificielle. Ou on dit aussi effaçable de F. Donc ça, c'est quand on peut prolonger F par continuité en Z0, ce qui est équivalent par cette petite proposition à quand F se trouve être borné au voisinage de Z0, alors la singularité est artificielle ou effaçable. Et c'est évidemment, on voit ici encore en œuvre les phénomènes de rigidité sous-jacents dans la théorie des fonctions holomorphes. Il suffit de supposer que c'est borné pour conclure qu'une limite existe. Ça, en général, c'est pour des fonctions quelconques, ça serait totalement faux. Mais les fonctions holomorphes, c'est beaucoup plus rigide. Et par contre, il faut que ce soit borné dans un point qui est à l'intérieur de mon ouvert. Je ne parle pas de comportement au bord ou de choses comme ça. Alors, comment est-ce que je vais aborder les choses maintenant? Je vais définir une singularité essentielle. Donc ça, c'était le comportement le plus gentil possible au voisinage de Z0. Donc je regarde mes notations, je prends une fonction holomorphe sur un ouvert privé d'un point Z0. On dit qu'elle a une singularité essentielle. En Z0, si pour tout R strictement positif, l'image du disque, pour tout R suffisamment petit, bon, je vais mettre assez petit, je vais voir pourquoi je dis assez petit, mais l'image du disque de centre Z0 et de rayon R est dense. Et assez petit, c'est juste parce que je veux que R soit suffisamment petit pour que le disque de centre Z0 et de rayon R soit contenu dans U, pour que F soit bien défini sur tout le disque. Sinon, vous prenez R quelconque et vous intersectez le disque avec U. J'aurais peut-être dû l'écrire comme ça.
Okay, donc ça, c'est un comportement vraiment sauvage. C'est pas prolongeable par continuité, parce qu'en fait, quand on peut prendre des suites qui tendent vers Z0, et telles que l'image tend vers n'importe quel nombre complexe. Donc ça, c'est l'opposé du comportement qu'on avait pour les singularités effaçables. Et la proposition, maintenant, c'est que si on n'est pas dans ce cas-là, bon, si Z0, bon, après, au tableau, je suppose toujours que Z0 est une singularité, je suis toujours dans ce contexte, peut-être effaçable. Si c'est une singularité non essentielle, donc si on n'est pas dans ce cas-là, alors il existe un entier M tel que z moins z0 puissance m fois f de z est une limite finie et une limite dans C quand z tend vers z0. En particulier, je m'avance un peu, mais en particulier, la fonction z moins z0 puissance m fois f de z, ben, ce qu'on verra, c'est une singularité artificielle, puisque bon, ici on peut remplacer et une limite et bornée, parce qu'on a fait avant, c'est la même chose. Pour une fonction holomorphe définie partout sauf en un point, avoir une limite en ce point-là ou être borné au voisinage de ce point-là, c'est pareil. Et donc la fonction z moins z0 puissance m f de z aura une singularité effaçable. Et on dira que Z0 est un pôle, alors d'ordre O plus M avec la notation que j'ai donnée ici. Plus tard, on s'intéressera au plus petit M, qui a cette propriété-là. Okay. Et ça, c'est un comportement relativement sympathique, parce que finalement, oui, certes, ma fonction n'est pas définie en Z0, je ne peux pas la prolonger, mais c'est parce que elle s'écrit comme quelque chose qui est bien défini, divisé par z moins z0 au puissance 3 au puissance 12. En particulier, bon, si le plus petit m est strictement positif, f, elle tend vers l'infini en module quand z tend vers z0. Ma fonction, ça serait quelque chose, ça serait une fonction g de z divisée par z moins z0 à une certaine puissance positive, avec g de z0 différent de 0. Et donc elle a un comportement qu'on comprend quand même bien. Donc c'est les trois comportements, finalement, en termes de limite en Z0, ça va être, ça a une limite finie, singularité effaçable, ça a une limite infinie, ça tend vers l'infini en module, c'est ce qu'on appellera un pôle, où l'image de tout voisinage est dense, singularité essentielle. Ben, la preuve, donc si c'est une singularité non essentielle, ça veut dire qu'il existe, donc je suppose que c'est une singularité non essentielle, il existe un epsilon strictement positif, un oméga dans C, tel que, quel que soit Z, et un petit disque, oui, et un R strictement positif, tel que quel que soit Z dans le disque de centre Z0 de rayon R, f de z moins oméga est plus grand que epsilon. Ne pas être dense, ça veut dire il existe un point que je ne peux pas approcher pour une certaine distance suffisamment petite. Donc dire il existe un disque dont l'image n'est pas dense, c'est exactement ça. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On pose g de z égale, on définit g sur le disque, sur ce disque ouvert, en posant g de z. Alors au départ, ça va être défini, f n'est pas défini en z0, donc il faut quand même que je... Ça, c'est ce qu'on appelle le disque épointé, le disque où on a enlevé le centre. Et on pose g de z égale 1 sur f de z moins oméga. G, elle est holomorphe sur ce disque épointé, puisque c'est à l'inverse d'une fonction holomorphe qui ne s'annule pas. Et d'autre part, G est borné sur ce disque
puisque module de G de Z, pour tout Z dans le disque, c'est le module de l'inverse, c'est plus petit que 1 sur epsilon. D'accord ? Module de 1 sur G est plus grand que epsilon, module de G est plus petit que 1 sur epsilon. Donc, Z0 est une singularité effaçable pour G. Donc, G est holomorphe. Bon, je vais juste écrire G est holomorphe. Alors, ici, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, je vais écrire. On a G de Z qui s'écrit comme une certaine puissance en un certain entier M, tel que G de Z s'écrive comme Z moins Z0 puissance M fois H de Z, avec H de 0 différente de 0. H de Z0 différente de 0. Alors ici, je triche un tout petit peu. Ça, c'est vrai si ma fonction G n'est pas la fonction nulle. On a vu une fonction holomorphe qui n'est pas la fonction nulle. Je peux mettre en facteur une certaine puissance de Z moins Z0 et aller chercher le premier coefficient non nul. Ici, j'autorise a priori M égale 0. Si G de Z0 est non nul, ça ne me dérange pas. C'était que j'avais une singularité effaçable au départ, quand on va revoir ce qui se passe. Mais est-ce que G pourrait être la fonction nulle? Dire que G est la fonction nulle, c'est dire que cette fonction-là est la fonction nulle, c'est assez peu probable. D'accord? C'est 1 sur quelque chose de non nul. Donc j'étais allé un peu vite, mais c'est pas bien grave. Et je ne suis pas arrivé à bien utiliser mon tableau. Bon, tant pis, je vais être obligé d'effacer la ligne du dessous, sinon je pense que ça va être illisible en vidéo. Donc on avait une singularité qui n'était pas essentielle, on a appliqué le cas des singularités effaçables pour conclure que G s'écrivait sous cette forme, mais si on revient à ce que c'est, donc on n'a que 1 sur f de z moins oméga, c'est écrit comme, alors je vais peut-être écrire tout de suite f de z moins oméga, c'était 1 sur G, pour tout z différent de z0, c'était 1 sur z moins z0 puissance m fois h de z. C'est la fonction que j'ai obtenue pour z différent de z0. J'applique ma formule pour g, et donc j'obtiens, moi ce que je voulais regarder c'était z moins z0 puissance m fois f de z moins oméga, c'est juste 1 sur h de z. Z moins z0 puissance m fois oméga, ça a une limite. Nul si m est supérieur ou égal à 1 et oméga sinon. 1 sur h de z, ben, ça tend vers 1 sur h de z0. Et donc on voit bien que z moins z0 puissance m fois f de z a une limite, où z moins z0 puissance m est borné, fois f de z est borné, où z moins z0 puissance m fois f de z se prolonge en une fonction holomorphe. Tout ça c'est la même chose. Quitte à multiplier par z moins z0 puissance m, pour un m suffisamment grand, on voit apparaître une fonction holomorphe. Donc encore une fois, parce que ça c'est un truc classique, si c'est pas dense, alors je suis loin dans certains points, je fais 1 sur ce truc-là, j'obtiens une fonction holomorphe qui a une singularité effaçable, et j'en conclus que je peux mettre en z moins z0, si je multiplie par la bonne puissance de z moins z0 devant f de z, je vois une fonction holomorphe. C'est la même chose plus ou moins que l'argument qu'on avait donné pour la preuve de d'Alembert-Gauss. Si un polynôme ne s'annule pas, un polynôme non constant qui ne s'annule pas, on a un problème. Et en fait, c'est parce que c'est vraiment le même argument appliqué finalement à la fonction p de 1 sur z. Si vous prenez votre polynôme p, vous regardez p de 1 sur z, elle est holomorphe sauf en 0, elle a une singularité. La singularité ne peut pas être essentielle. Bon, ça, il faut juste s'en convaincre. Et le fait de dire que la singularité n'est pas essentielle, ça va nous dire dans un premier lieu que l'image de mon polynôme est dense, mais d'un autre côté
comme ça tend vers l'infini en l'infini, par compacité, on en conclut que c'est surjectif. Et là, on voit quelque chose qui est tentant, qui est utile à faire en général sur les fonctions holomorphes, c'est remplacer f de z par f de 1 sur z, donc plus ou moins envoyer 0 à l'infini, et raisonner sur cette nouvelle fonction-là, mais en envoyant 0 sur l'infini, moralement, on a aussi envoyé l'infini sur 0, donc on aurait envie de rajouter ce point à l'infini. Donc c'est ce qu'on fait quand on introduit la sphère de Riemann, et plein de notions sur les fonctions holomorphes s'expriment très bien comme ça, mais je ne vais pas faire ça dans ces vidéos. Donc il existe donc 3 types de singularités. C'est le bilan de cette vidéo. Donc je garde mes notations, U est en ouvert, F est holomorphe sur U sauf en Z0. Donc le type 1, F de Z est borné au voisinage de Z0, où F est borné au voisinage de Z0. Donc ça, on a dit que c'était une singularité artificielle ou effaçable. Et ça veut dire que F, en fait, se prolonge en Z0, elle admet une limite, et le prolongement est holomorphe. Donc, juste supposer qu'elle est bornée, alors ça suffit à dire qu'elle se prolonge. F n'est pas bornée, et il existe un M tel que z moins z0 puissance m f de z borné au voisinage de z0. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on avait une singularité qui n'était pas essentielle, alors il existait un m tel que z moins z0 puissance m f de z et une limite. Ça c'est la même chose pour que ça soit borné, à cause du cas des singularités effaçables. Et on parle de pôle. On dit que notre singularité est un pôle, que Z0 est un pôle, et d'ordre, l'ordre d'un pôle, c'est le plus petit tel M. Donc, comme on a supposé qu'elle n'était pas bornée, M est supérieur ou égal à 1, et on regarde la plus petite puissance qu'il faut faire apparaître pour rendre notre fonction bornée, et on dit que c'est un pôle d'ordre M. Et en particulier, alors on a que module de f de z tend vers l'infini quand z tend vers z0. Par ce qu'on avait dit avant, f elle s'écrit comme une certaine fonction h non nulle en z0 divisée par z moins z0 puissance m, ça tend vers l'infini. Donc c'est borné, et en fait ça a une limite finie, j'aurais peut-être dû le réécrire, mais ça a une limite dans C, dans ce cas-là. Là, ça a une limite qui est plus l'infini. Donc si on autorisait ce point plus l'infini, finalement, un pôle, ça serait la même nature que le comportement 1. C'est les singularités sympathiques. Et le troisième comportement, c'est pour tout R strictement positif. Alors je redis assez petit, mais je ne vais pas l'écrire. Assez petit pour que F soit défini sur tout le disque. F du disque de centre Z0 et de rayon R, alors évidemment privé de Z0 puisqu'elle n'est pas définie en Z0. Et dans C, et ça c'est ce qu'on appelle une singularité essentielle. Donc ce sont les 3 types de singularités pour les fonctions holomorphes. Et ici, j'aurais peut-être dû insister, mais on travaille au voisinage d'une singularité isolée. L'hypothèse f est holomorphe sur tout un ouvert sauf en Z0. Ça me dit que mon dessin, c'est moralement, j'ai une boule, hein, j'ai un ouvert, je peux toujours me restreindre à une boule autour de Z0. La fonction est bien définie partout. Et il y a un seul point où peut-être on ne sait pas ce qui se passe, c'est ce point Z0 là. D'accord ? Donc Z0 est une singularité isolée de f. J'aurais peut-être même dû écrire ça directement dans la définition. Je vais parler que de singularités isolées pour les fonctions holomorphes de toute façon. On va finir avec un exemple qui va nous pointer dans la bonne direction pour la vidéo suivante.
Bon, j'ai déjà parlé d'un polynôme appliqué à 1 sur z, et dans ce cas-là, il y a un pôle en 0, c'est un bon exercice. Et si on regarde l'application qui a z associé, alors je vais vérifier que c'était l'exemple que j'avais prévu de donner. Oui. L'application qui a z associé exponentielle de 1 sur z, ben, en 0, pardon, sur c privé de 0. Donc cette fonction-là, elle est bien définie. Et dans quel comportement est-on? Ben, en fait, juste en regardant sur R, c'est-à-dire juste en regardant les restrictions aux valeurs réelles, on voit que 0 n'est ni effaçable, donc c'est une singularité, ça c'est clair dans la définition. Peut-être on pourrait prolonger, mais on voit un problème. Ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas effaçable et c'est pas un pôle, parce que si je fais tendre z vers 0 en restant sur l'axe réel, ben, z puissance m fois exponentielle 1 sur z, pour z positif réel, ça tend pas vers 0. Donc, on voit une singularité essentielle. Bon, il y a plein de façons de voir ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a, pour tout z non nul, exponentielle de 1 sur z, c'est la somme pour n allant de 0 à l'infini des 1 sur factoriel n fois 1 sur z à la puissance n. Et ça, on peut y penser aussi comme la somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à 0 des zn sur factoriel n. C'est ce qu'on appelle un développement en série de Laurent, qu'on va revoir dans la vidéo d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, on va faire de somme de moins l'infini à plus l'infini. Ce que ça veut dire, en fait, ce qu'on fait, c'est la même chose que pour des séries classiques. On regarde des sommes partielles, plus tard des sommes de moins grand N à grand N. Ça, c'est une suite, et on va regarder quand ça converge. Et comme on sera que dans des cas où il y a convergence normale, on peut bien prendre le même n des deux côtés. Sinon, en général, il faudrait sans doute plutôt prendre un n et un m, enfin n et un moins n. Donc ça, c'est finalement une somme de moins l'infini jusqu'à 0. C'est comme une somme de 0 à l'infini, mais où on fait apparaître des puissances de z négatives. Mais c'est pareil, les sommes partielles, c'est des sommes de moins n jusqu'à 0, et ensuite on fait tendre ce grand n vers plus l'infini. Donc on a un développement en ce qu'on appelle en série de Laurent. Et on va voir que ça, c'est un phénomène général. Toutes les fonctions qui ont une singularité isolée en un point admettent un développement en série de Laurent au voisinage de ce point-là. Je vois que dans mes notes, j'ai mis la définition d'une fonction méromorphe. Je crois que je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je vais faire peut-être un dernier exemple. L'utilisation des singularités. Donc ça, les séries de Laurent, développement en série de Laurent, c'est le thème de notre prochaine vidéo, et ça nous permettra d'obtenir à peu près immédiatement le théorème des résidus. Alors, bon, je vais essayer de finir avec ce bout de craie, celui-là. Exemple. Les seules bijections holomorphes de C, donc les seules fonctions bijectives de C dans C sont les applications affines. Alors comment est-ce que je pensais montrer ça? Eh ben, on va encore utiliser encore envoyer 0 à l'infini. Donc ce G une telle bijection. Puisque j'ai dit que j'allais raisonner en termes de singularité, on va poser h de z égale g de 1 sur z. Donc on a une singularité seulement 0. Et le point, c'est que 0 n'est pas
une singularité essentielle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a? On sait qu'il existe un R strictement positif tel que, bon, un R1 et un R2 peut-être, tel que l'image par G du disque de centre 0 et de rayon R1, c'est exactement, pardon, peut-être pas, étant, tel que l'image du disque de centre Z0 et de rayon R1 est en voisinage ouvert de G de 0. J'ai l'impression que j'avais une preuve plus condensée. Alors, pourquoi c'est vrai ça? Ben parce que, bon, si je suis suffisamment proche de 0, je vais arriver proche de G de 0, mais surtout on a le théorème d'inversion globale holomorphe. L'image du disque de centre 0 et de rayon R1, c'est un voisinage ouvert de G de 0. Donc là, même, j'utilise que le théorème d'inversion locale ici. OK. Donc c'était dans la version holomorphe. Je n'arrive plus à me rappeler comment j'ai fait les choses dans les vidéos, mais dans la version holomorphe, je pense que j'ai appelé ça inversion globale holomorphe. Si on a une fonction injective, les dérivées ne peuvent pas s'annuler. C'était à cause de cette histoire de mettre en facteur quelque chose plus une fonction à la puissance m. Du coup, on est dans le cadre d'application du théorème d'inversion locale, et ma fonction est un difféomorphisme. Donc ça envoie un ouvert sur un ouvert. C'est peut-être juste comme ça que j'aurais dû le dire. Ah oui, d'ailleurs, je réalise que vu tout ce qu'on a fait avant, désolé, j'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai fait dans les vidéos, mais vu ce qu'on a fait avant, on sait que G est une application ouverte, puisque j'ai montré ce théorème, en fait, déjà au tableau. Comme on sait que c'est une application ouverte, l'image d'un ouvert est un ouvert. En particulier, du coup, il existe un R2, tel que, qu'est-ce qui se passe si jamais G de Z moins G de 0 est plus grand que R2, alors, dans quel sens je vais faire ça? Ce que je veux dire, c'est que pour Z suffisamment grand, pardon, donc c'est dans l'autre sens, si G de Z est proche de G de Z0, alors Z doit être proche de 0. D'accord? Parce que, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un Z0, parce que si je suis si R2 est suffisamment petit pour que je tombe dans ce voisinage ouvert, alors G de Z est dans l'image de ce truc-là, mais comme j'ai supposé que ma fonction était bijective, Z est dans le disque centré en 0 et de rayon R1. Donc si G de Z est proche de G de 0, alors Z est de module petit. Mais maintenant, si je le fais avec H de Z moins ce point-là, hein, qui est G de 0, si ça c'est plus petit que R2, ça implique quoi sur Z? Ça implique que le module de Z doit être plus grand que 1 sur R1, puisque H de Z c'est G de 1 sur Z. En particulier, si jamais je prends un Z petit en module, H de Z ne s'approchera jamais de G de 0. Donc l'image du disque, l'image par H du disque de centre 0 et de rayon 1 sur R1 n'est pas dense. Donc 0 n'est pas une singularité effaçable pour H. J'ai fait ça de manière plus compliquée que nécessaire, mais ça nous a permis de revoir les théorèmes sur les fonctions holomorphes. Donc si je continue, j'en conclus que 0 est un pôle ou donc il existe un M, je vais le dire comme ça, comme ce n'est pas une singularité essentielle, il existe un M tel que Z puissance M H de Z tend vers 0 quand Z tend vers 0. C'est-à-dire, finalement, si je reviens f de Z sur Z à la puissance M, quand je remplace Z par 1 sur Z, je crois que c'était G, je vais l'appeler G, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, tend vers 0 quand module de Z tend vers l'infini.
Donc, si j'avais une bijection holomorphe, ce que j'ai dit, c'est, si je regarde G de 1 sur Z, si Z est suffisamment petit, G de 1 sur Z, il ne sera jamais proche de G de 0, puisque c'était une bijection, et une application ouverte, mais du coup, par mes théorèmes de classification des singularités, comme ce n'est pas une singularité essentielle, c'est singularité effaçable ou pôle, qui se regroupe ici, donc effaçable, c'est si m égale 0, m égale 1 marche, pôle, c'est si je vais plus loin, et du coup, je sais que G de Z sur Z à la puissance m tend vers 0. Mais ça, ma fonction G, elle était holomorphe sur C, donc on avait G de Z. Donc ça n'arrivera que si G est un polynôme, hein, c'est ce que je devrais dire tout de suite. C'est un bon exercice, mais une façon de le faire, c'est peut-être la plus facile, je ne sais pas, c'est que G de Z, elle s'écrit comme un certain polynôme de degré O plus n, plus la somme pour n allant de 1, k allant de m plus 1 à l'infini des an z puissance m. Donc maintenant, si je fais G de Z sur Z puissance m, ça fait un polynôme sur Z à la puissance m. Ça, quand m tend vers l'infini, il n'y a pas de problème, ça a une limite finie. Et donc on en déduit finalement que cette fonction-là, que la fonction somme pour k allant de m plus 1 à l'infini des am zk sur z à la puissance m, celle-là, elle est bornée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça, quand je divise par z à la puissance m en l'infini, je vois une limite finie. 0 pour tous les termes de degré strictement plus petit que m, et puis le coefficient de degré m, le cm z puissance m. Donc si j'isole les autres termes du développement, et que je divise par z à la puissance m, ça, j'en conclus que ça a une limite en l'infini. Mais cette fonction-là, maintenant, ce qui se passe ici quand je divise à la puissance m, c'est que ça, c'est pas défini en 0. Mais comme j'ai isolé les termes de rang plus grand que m, de degré strictement plus grand que m, bon, j'aurais pu mettre supérieur ou égal, ça aurait peut-être été plus joli, ça change rien. Cette fonction-là est bien définie en 0, elle est holomorphe. Oui, j'ai un développement en série, hein, il est écrit là, quitte à décaler mes indices. Donc par Liouville, une fonction entière bornée, elle est constante. Et en fait, si on réfléchit, Liouville, comment ça a été montré à partir des estimations de Cauchy, et en fait, on pourrait montrer ça directement avec les estimations de Cauchy, dire que si on a cette hypothèse, tous les coefficients d'ordre à partir de m plus 1 valent 0 juste en écrivant les inégalités de Cauchy, et en ayant le 1 sur r puissance m plus 1. Ok. Conclusion. Je vais écrire ici. Ce que je voulais montrer, c'est que si G est une fonction holomorphe telle que G de Z sur Z à la puissance m tend vers 0 en l'infini, alors G est un polynôme. Je me suis ramené à le démontrer avec Liouville parce que je pense que c'est sans doute plus simple et plus réaliste à l'écrit d'imaginer que vous connaissez quelques grands théorèmes et que vous les appliquez, donc ça se réduisait assez facilement à Liouville. Mais la preuve la plus naturelle, c'est plutôt d'utiliser les inégalités de Cauchy. Dans tous les cas, G de Z sur Z puissance m tend vers 0, ça implique qu'on a un polynôme. Mais maintenant, un polynôme sur C qui est bijectif, il est de cette forme-là, et j'ai oublié de dire, évidemment, les constantes, c'est pas bijectif, c'est A est différent de 0. Donc finalement, les seules bijections biholomorphes de C sur C, elles sont essentiellement triviales.